Alors messieurs, nous allons donc essayer avec vous de décrypter l'actualité de ce week-end entièrement consacré à l'action de nos partis politiques sur le terrain. Nous avons eu donc le PPACI qui était en meeting avec son président du côté de Marcory. Du côté de la place CP1, c'était Jean-Louis Billon. Ensuite, le RHDP qui a mobilisé une foule importante du côté d'Abengourou et des activités avec les jeunes. Le secrétaire exécutif recevait les élus du RHDP pour les mettre en mission. Ensuite, le président du FPI, Pascal Affinguessan, qui s'exprimait chez nos confrères de Satinfo. Messieurs, segmentons cette activité deux par deux. Commençons donc avec vous, Élisée. Les deux meetings, celui donc du président du PPACI, qui était à Marcory, et du côté de la place CPA, celui de Jean-Louis Billon. D'accord. Élisée, que retenez-vous justement de ces deux meetings? D'accord, je voudrais commencer par, si vous permettez, celui de Jean-Louis Billon à Yopougon. Je pense qu'après le meeting d'Aboisseau, celui de Yopougon vient effectivement confirmer que le ministre Jean-Louis Billon devient de plus en plus audible. Peut-être que ceux qui avaient très vite fait de l'enterrer, de penser qu'il n'était pas populaire aujourd'hui, doivent peut-être revoir leur copie, parce que de plus en plus, il est en train de marquer le terrain. Et ça s'est vu encore à Yopougon, à la place CP1. C'est vrai que moi, durant toute la journée du samedi, je regardais un peu, je vais dire, les communiqués interposés, ou du moins les échanges interposés sur la toile. Certains disaient qu'il n'y a pas de mobilisation, il n'y a rien, mais finalement, les images qu'on a vues, on a vu quand même qu'il y avait du monde et on a vu qu'il a battu vraiment le rappel des troupes. Et ça, je pense que c'est un signal qui commence à faire écho, je veux dire, au sein de la classe politique. Ben, après ça, on revient au discours, parce que je pense que ce qui est le plus important, le discours de Jean-Louis Billon... Il dit qu'il a été de tous les combats, Jean-Louis Billon. Oui, bon, de tous les combats, ça encore, ça reste je vais dire, à documenter davantage. Mais je pense qu'il y a quand même quelques verbatims qu'il a eus, qui, à mon sens, quand même, sont partagés. Il a dit, par exemple, que c'est l'année du passage de témoin. 2025, c'est l'année du passage de témoin, mais on ne doit pas passer le témoin à n'importe qui. Je pense que c'est un verbatim que partage une bonne partie quand même de la population. Changement générationnel. Oui, qui pense qu'on est arrivé à une étape où il faut aller vers le changement de génération, où il faut vraiment changer la classe politique ivoirienne. Je crois que même le chef de l'État aujourd'hui, que tout le monde appelle de ses voeux, je veux dire, les membres de son parti politique appellent de leurs voeux la candidature à nouveau, et celui-là qui, il y a quelques années, quand même nous disait qu'il pense qu'il faut qu'on réfléchisse vraiment de façon profonde au changement de génération. Et donc, c'est quelque chose quand même qui s'entend dans la population. Quand on écoute certaines personnes qui estiment qu'aujourd'hui, on est arrivé à une étape où il faut vraiment refermer la parenthèse des trois grands, hein, selon certaines personnes, et qu'il faut donner encore l'opportunité à une nouvelle génération d'éclore et de continuer ce que ces trois grands-là ont brillamment fait pour la Côte d'Ivoire, avec leurs ombres et leurs lumières. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui passe. Maintenant, c'est vrai que, comme je le disais la dernière fois sur le plateau ici, il est revenu sur le fait qu'il est candidat. Ça, il a réaffirmé encore. Et moi, je reste pertinemment convaincu d'une chose. C'est vrai que certains me diront qu'il n'a pas prononcé les mots tels quels, mais Jean-Louis Billon est déterminé à aller à la présidentielle. Même s'il n'est pas adoubé par la Convention. Je dis ça, je ne sais pas, mais à l'entendre, la posture qu'il tient, le discours qu'il tient, et l'état-major autour de lui, les activités menées, tout ce qu'il est en train de faire, franchement, c'est l'attitude d'une personne qui ne se voit pas en dehors d'une campagne présidentielle 2025. Ça, aujourd'hui, quand je le regarde, je vois qu'il est dans cette posture-là, et ça m'étonnerait bien qu'il soit autrement. Et cela s'explique quand il dit, par exemple, pour la présidentielle, ou du moins, pardon, pour la convention, il faut que cette convention soit juste, crédible et sans magouille, parce que je suis celui qui a le plus de chances de l'emporter. Bon, vous voyez, il a planté déjà le décor. Pour lui, est-ce que demain, M. Jean-Louis Billon veut dire que si d'aventure la convention ne le calcule pas, ça se serait fait dans la magouille, parce qu'il dit qu'il pense que si c'est fait sans magouille, lui, Jean-Louis Billon, va l'emporter. Donc ça veut dire implicitement que si lui, Jean-Louis Billon, n'emporte pas la convention, c'est qu'il y a eu magouille. Moi, je crois que le ministre Jean-Louis Billon est déterminé à aller, comment on appelle ça, à la présidentielle, peu importe l'issue de la convention. Maintenant, revenons sur Marcory. Avant de partir à Marcory, Élisée, regardez un peu ce verbatim. Il dit, je prends le nationalisme économique. Ivoirien d'abord, Ivoirien en premier. Élisée, commentaire. Oui, c'est une vision. C'est une vision que Jean-Louis Billon défend depuis. Vous savez que Jean-Louis Billon a été l'une des personnes qui s'est rebellée quand le terminal à conteneurs a été rétrocédé à Bolloré.
il était l'une des personnes qui avait vertement condamné ce fait-là. Et même sur la gouvernance de Ouattara, quand il y a eu une autre concession de l'autre terminal, du second terminal, il était encore cette personne-là qui vraiment n'était pas d'accord. Il estime pour sa part qu'on a des ressources en interne qui peuvent aussi conduire ça. Il faut quand même qu'on puisse regarder ces ressources-là en termes de distribution des marchés. Donc c'est quelqu'un qui, c'est pas un verbatim qui porte maintenant, c'est pas un discours qui porte maintenant. Il y a longtemps qu'il en parle. Je le comprends parce que c'est quelqu'un quand même c'est un opérateur économique qui est dans les affaires, donc il voit les opportunités de la Côte d'Ivoire et c'est pas toujours évident pour quelqu'un qui a perdu un marché qu'il pensait acquis. Voilà, c'est quelque chose qui reste au travers de la gorge et je pense que c'est certainement ces nombreuses déceptions là qui l'ont amené à aller sur cette voie là et à dire que désormais il veut prôner vraiment le nationalisme économique. Mais je pense aussi que c'est quelque chose mais qui est normal. En tout cas, pour le pays que nous constituons aujourd'hui, pour les fondamentaux qu'on a, il faut que de plus en plus on aille vers ça. Ça ne veut pas dire qu'on exclut les autres, mais ça veut dire qu'on donne beaucoup plus d'opportunités aux nationaux et je pense que c'est important. Très bien. Rapidement, Élisée, regardons ce qui s'est passé du côté de Marc Ory avant de passer la parole à Herman. Sur Marc Ory, vous voulez parler du meeting du président Laurent Gbagbo. Déjà, comme la première chose que j'ai faite, la première chose que j'ai observée, j'ai vu un Laurent Gbagbo qui est beaucoup plus fringant que ces dernières sorties. C'est-à-dire fringant. On le sent beaucoup plus, vraiment avec une meilleure mine, avec un embonpoint, comparé vraiment aux sorties précédentes où je le sentais beaucoup moins fatigué, vraiment extrêmement fatigué. Ça, on l'a senti quand même. Et même dans le discours. Élisée, pensez qu'au niveau de la santé, on pourrait donc... J'espère en tout cas, c'est tout le mal que je peux lui souhaiter, qu'au niveau de la santé, il va aller beaucoup mieux. C'est vraiment tout le mal que je peux lui souhaiter. Mais on sent vraiment qu'il présente une meilleure mine, il a beaucoup plus d'embonpoint comparé aux précédentes sorties. Et même au niveau de la voix, vous sentez que c'est moins saccadé que par le passé. Donc, quelque part, je pense qu'il y a eu du regain. Ça, c'est quelque chose que je salue et que je note aussi. Mais dans le fond, maintenant. Maintenant, dans le fond. Dans le fond, je suis d'accord avec lui sur certains discours, certains verbatim, quand il parle, par exemple, que la CEI doit être indépendante. Mais la CEI doit être indépendante, là. C'est eux. C'est les partis politiques. C'est eux qui ont décidé de cette ossature de la CEI là. Cette ossature de la CEI là, ce n'est ni vous, Christelle, ce n'est ni moi, Élisée Bolibé, sur ce plateau qui avons décidé, ce n'est ni même les Ivoiriens. Ce n'est pas le fruit d'un référendum, c'est le fruit d'un accord politique. C'est au sorti de leurs accords politiques qu'ils ont décidé d'avoir cette ossature de la CEI. Apparemment, ils veulent que ça change. Ils veulent changer tout ça. Je suis d'accord. J'ai dit qu'ils veulent qu'ils changent, c'est eux qui ont donné cette ossature là à la CEI. S'ils estiment aujourd'hui que cette ossature n'est plus la bonne, tant mieux, il n'y a pas de problème. Parce que nous-mêmes, on a toujours fusillé le fait qu'on parle de commission électorale indépendante et que ce soit les partis politiques qui compétissent là, qui soient dans la CEI. Nous, on a trouvé que c'est toujours incongru. Donc si aujourd'hui, ils nous rejoignent, nous, on ne peut qu'applaudir ça de nos deux mains. Deuxièmement, là où je n'étais pas aussi très d'accord avec lui, c'est quand il a évoqué le fait, par exemple, de Damana Picasse et puis de quoi, où il disait qu'il faut qu'on arrête, parce que les gens expriment une opinion contraire, on les met en prison, on met une épée de Damoclès, on les menace d'emprisonnement. Je pense que ça aussi, c'est pas trop juste. Vraiment, on est en train d'aller vers une situation, vers les élections. Il faut qu'on arrête de tenir un certain nombre de discours qui, à mon sens, ne sont pas faits pour apporter la sérénité. Moi, je sais, en tout cas, à moins qu'on ne me dise autre chose, ça a été clair et tout est documenté. Damana Picasse a été poursuivi par la justice pour des raisons précises. On l'accuse d'avoir été financier d'une tentative de déstabilisation qui a eu pour corollaire une attaque d'un camp militaire où il y a eu des morts. Voilà les faits. On n'a pas dit que parce qu'il a dit quelque chose de contraire au pouvoir, on l'a mis en prison. Pareil, pourquoi? Donc il faut qu'à un moment donné, je suis d'accord qu'on peut ne pas être d'accord avec le fait qu'on interpelle ces cadres. Mais en même temps, il ne faut pas aussi qu'on fasse croire aux populations que c'est parce qu'on est contre notre position, ou bien c'est parce qu'on ne veut pas entendre ce qu'on dit qu'on nous emmène en prison. On avait déjà parlé de ce sujet-là vendredi dernier, on l'avait évoqué. Herman, votre point sur les deux meetings, regardons ensemble certains verbatims de ces deux personnalités politiques. Commençons par celui de la place CPI Yopougon, Jean-Louis Billon. Mais moi, je pense que Jean-Louis Billon, aujourd'hui, il reflète une stratégie politique. Quand on voit qu'il choisit, par exemple, de faire un meeting à Yopougon, qui est la plus grande commune peuplée de Côte d'Ivoire, avec près de 1,5 million d'habitants. Et puis, en termes de taille, nombre d'inscrits, c'est 470 000 électeurs, enfin, inscrits sur la liste électorale. Donc, l'enjeu est de taille là-bas. Vous savez que le PDCRDA a déjà, par le député Oufoué, un siège là-bas avec son alliance avec le PPACI, avec le DS, puisque c'était au législatif, qui est devenu PPACI. Donc moi je pense que, comme Daouda l'a dit effectivement,
il s'approche résolument vers... Daouda l'a dit à quel moment? J'ai dit Daouda, je parlais de... Je crois que c'est Élysée qui l'avait mentionné. D'accord, très bien. Voilà, il s'approche résolument, il est vraiment présidentiable. Moi, j'avais dit ici qu'aujourd'hui, au cas où la machine, la stratégie du président du parti, du PDCRDA coince, il peut constituer une alternative. Et j'avais même souhaité qu'il soit en ce moment-là sa manière d'attaquer de façon frontale souvent le président de leur parti, parce que si tu dois constituer une alternative après, si jamais ça coince pour le candidat qu'on pourrait dire du parti, naturel, il ne faudrait pas que tu te fasses des ennemis en interne, parce que c'est les mêmes militants du PDCRDA qui vont t'adouber. Donc ce qu'il faut, qu'il fasse, c'est ce côté-là que pour moi il doit pouvoir, parce qu'il donne quand même certaines piques, voilà, en passant. Et pour vous, vous pensez qu'il faudrait sortir donc des piques personnelles? Oui, parce qu'il doit comprendre qu'après la bataille, à moins qu'il ait un autre agenda, d'aller cavaler seul sans la convention de son parti. Mais si c'est la convention du parti, après, même si tu as gagné la convention après, ce sont les mêmes militants là qui vont aller te voter. Si dans tes éléments de langage, c'est toujours une pique sur le leader, le président du parti, il y a forcément des personnes qui lui reconnaissent là, qui vont peut-être te compliquer la tâche après. Voilà, donc je veux dire que c'est cet aspect-là qui les soigne. Mais je veux dire, Herman, c'est vrai aussi, s'il n'attaquait pas directement le président du parti comme il avait fait, est-ce que justement ce discours-là aurait été entendu? Quand il dit non, qu'il est entouré de personnes, enfin je ne veux pas répéter les mots, mais il y a certains moments où il a parlé directement de la personne. Est-ce que c'est élégant de sortir cela en camarade? Donc il peut s'en passer en réalité? Entre camarades, non. Donc on est clair que lui, je ne sais pas, son équipe de communication doit savoir qu'il y a des éléments de langage où peut-être qu'il sort, mais c'est sur des essais inutiles. Et quand, par exemple, on peut dire, lorsqu'il dit qu'il est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a dit à son discours, axé sur le développement local et l'emploi, quand il le dit, c'est bien, parce qu'effectivement, de plus en plus de populations estiment que les biens de la nation doivent appartenir d'abord aux Ivoiriens. Moi, je n'appelle même pas ça un nationalisme, c'est juste du réalisme. Voilà. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il a beaucoup, avec tout le débat qu'il y a eu, une étoffe présidentielle. Il a une étoffe présidentielle, et puis avec tout le débat qu'il y a eu, de toutes les façons, on espère que les différents candidats vont pouvoir régler les différentes attentes pour pouvoir respecter les délais lorsque l'affaire va aller, les dossiers vont aller devant la commission électorale indépendante, même devant le Conseil constitutionnel. Mais avant cela, je me dis que tous les coups sont jouables, même au PPACI, pour revenir... Donc on part maintenant à Makori. À Makori. Même au PPACI, aujourd'hui, Laurent Gbagbo est le candidat naturel, ça c'est bien de le porter, et ils le disent tout le temps. Mais si ça coince, il peut y avoir d'autres alternatives au sein de leur parti. Vous savez bien qu'on avait reçu des membres du PPACI ici, j'oublie le nom, c'était Madame Monet. On lui avait demandé, est-ce que chez vous, vous avez également la demi-douzaine? Comme on parle souvent le président du RHDP, elle a dit non, chez nous, le plan ABCD, c'est bien. Oui, mais il peut avoir le plan ABCD, mais on ne va pas me dire qu'il n'y a pas une douzaine de cadres au PPACI qui pourrait aujourd'hui, si jamais ça coince, il suffit juste d'avoir la caution de ce leader charismatique, parce qu'à un moment, si ça coince, Laurent Gbagbo sera bien obligé de choisir quelqu'un pour aller. Mais tous les lieutenants, en fait, pas qu'ils veulent, ils disent que c'est leur candidat, mais ils sont toujours aussi dans l'expectative où il peut décider que ce soit nous qui allons. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas avoir le problème avec Laurent Gbagbo dans son choix. Si jamais il devait avoir un choix qui n'est autre que lui-même son propre choix. Ça devrait être donc lui, selon vous, qui pourrait dire, comme chez moi, ça ne passe pas, c'est la même chose je positionne telle personne. C'est la même chose au RHDP. Eux tous, aujourd'hui, le leader emblématique du PDCRDA n'est pas là, donc Bédié ne va plus jouer ce rôle-là. Donc c'est pourquoi on sent beaucoup plus de démocratie, de jeu. De RHDP ou du PDCI? Du PDCRDA. On sent beaucoup plus de jeux politiques dans ce parti, démocratique dans ce parti. Mais ailleurs, c'est pas parce que les gens n'ont pas envie qu'on les choisisse. C'est parce que justement, ils ne savent pas ce que pensera le leader que tous se taisent. Donc si jamais le leader lui-même, il décide de choisir quelqu'un, ils vont y aller. Donc voilà ça. Et puis, Élysée, effectivement, l'a dit, Laurent Gbagbo, il fait son opération Kokoko après la réussite. On pourrait le dire à Djamé,
il se trouve à Makouï. Il a trouvé là une tribune pour pouvoir se remettre, s'exprimer, pour pouvoir dire, ça lui permet de donner ses petites piques aussi, ça et là, à ses adversaires. Donc voilà, c'est Laurent Gbagbo le tribun. Moi, je pense, j'ai envie de voir jusqu'où ça va aller, peut-être à l'intérieur du pays, avec d'autres régions qu'il n'a pas encore visitées. Et puis on verra, il a fait 2 étapes déjà à Abidjan. On attend de voir les autres étapes, mais dans tous les cas, ça lui permet de s'exprimer. Ce n'est pas eux tous, on les voit, ils sont tous là à chacune de ces étapes-là. Et Daoud, on fait le même jeu avec vous, on reste sur les 2 activités, les 2 partis, PPACI et, je l'ai dit, les 2 partis. On regarde les 2 meetings, PPACI et celui de Jean-Louis Billon, et on fera un autre tour pour observer ceux du RHDP et du FPI. Allez-y. D'accord, je vais être très succinct parce que je pense que, sans revenir sur ce que mes collègues ont dit ici, c'est que Jean-Louis Billon, d'abord dans son discours, il a axé son discours sur en fait une nécessité de passage des témoins entre l'ancienne et la nouvelle génération. Oui. Donc quand moi j'entends ça, je suis un peu blasé. C'est vrai qu'on est à la fin. Non, on est à la fin d'un cycle. Forcément, qu'on le veuille ou non, quelle que soit la volonté du président Alassane Ouattara, quelle que soit la volonté de l'ex-président Laurent Gbagbo, ils ne pourront pas rester là indéfiniment. Mais le pouvoir aussi, c'est pas quelque chose qui se donne, qui se transmet de génération en génération, comme si nous étions dans à moins qu'on soit dans une royauté, évidemment. Voilà, à moins qu'on soit dans une monarchie, on est en démocratie, donc il fallait que chacun aille se battre pour se faire sa place au soleil. Première chose. Deuxième chose, c'est que M. Jean-Louis Billon se positionne comme un homme d'expérience et de maturité, prêt à diriger la Côte d'Ivoire. Et sur ce point-là, il faut le dire clairement, depuis Aboasso, ou encore, il a fait Aboasso, Yopougon, il avait fait Yopougon avant d'autres villes d'Abakala. Quand on regarde la démarche de Jean-Louis Billon, on se rend compte que c'est quelqu'un qui véritablement s'est préparé pour ses présidentielles. C'est-à-dire ? Non, il est clairement dans sa vision, pour lui, j'irai aux élections. Et c'est là où je rejoins Élisée Bourgois quand il dit quelle que soit l'issue de la convention, M. Jean-Louis Billon sera candidat au présidentiel. Il demande une convention claire, sans, on va dire... C'est là où justement je me sens un peu embêté en fait. Pourquoi ? Parce que finalement, tu demandes une convention sans libre, magouille, transparente, sans magouille et autres, mais en même temps, ta démarche démontre par A plus B que, quelle qu'en soit l'issue, tu seras candidat au présidentiel. Donc, ça aurait été moi à la place de M. Jean-Louis Billon. La convention, j'en parle plus. Déjà, puisque je mobilise sans l'appareil du PDCI, du parti, autant que tu avances clairement. Je pense qu'il a cette maturité-là. Et ça, il faut le lui accorder. Parce que dans sa démarche, je sens quelqu'un qui est véritablement prêt, quelqu'un qui est véritablement outillé à la matière. Et il fait beaucoup de propositions. Et dans ces propositions, justement, il prône le nationalisme économique, son message qui vise un électorat jeune et puis une classe populaire. Moi, de ce point de vue-là, je suis un peu d'accord avec M. Jean-Louis Billon. Parce que, pourquoi est-ce que je dis cela? Il y a beaucoup de secteurs d'activité en Côte d'Ivoire ici où ce n'est pas fait de la xénophobie, mais il y a beaucoup d'étrangers qui excellent là-bas. Il y a comme une forme de cartel organisé. Et souvent de fois... Bah dis donc, et qui organise ces cartels-là, franchement, mais puisque quand je parle de ces cartels-là, c'est que les opérateurs économiques qui y sont souvent, ils n'ont pas envie de se sentir bousculés sur le terrain. Donc souvent de fois, les nationaux ont envie de rentrer dans ce milieu, mais puisque les gens sont dans un cercle fermé, donc ils ont du mal à s'y insérer. La seule façon pour que les Ivoiriens puissent avoir une place au soleil, c'est qu'il faille que l'État puisse les aider à pouvoir se repositionner. Et avec le contenu local, pensez que non, on ne pourrait pas Le contenu local, je pense que là, jusqu'à présent, il n'a pas encore véritablement été mis en œuvre, pour moi. Il n'a pas encore, voilà, selon moi, il n'a pas encore été véritablement mis en œuvre. Ça, c'est mon point sur en la matière. Parce que le contenu local, là, on parle de... C'est au niveau de l'énergie, des ressources extractives. Donc, il faut que ce contenu local-là, il se déploie sur tous les pans, tous les secteurs de la société. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Maintenant, pour revenir sur le meeting de Makouï. Avec le président l'ex-président de la Côte d'Ivoire et du président du PPACI. Tout à fait. Lui se positionne comme le garant de la démocratie en dénonçant les répressions politiques et les failles du processus électoral.
il met en fait en avant la nécessité d'un dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Mais personnellement, je trouve que quel que soit le coco que M. Laurent Gbagbo fera à Abobo, à Adjamé, à Logwale, à comment on appelle ça, à Ouragayo, il est important que le PPACI et M. Laurent Gbagbo se réinventent. C'est-à-dire? Pourquoi ils doivent se réinventer? Parce que son discours reste principalement centré sur les conditions électorales, sans véritable proposition concrète pour les enjeux socio-économiques. Parce qu'aujourd'hui... Mais c'est bien l'un de leurs piliers, justement. Lorsqu'ils proposent des choses, ils proposent tous des choses sur l'amélioration du processus. Pourquoi devraient-ils changer s'ils estiment qu'il y a problème, Daouda? Christelle, je pense que de toi à moi, mettons-nous dans la position d'un Ivoirien lambda. Oui. Aujourd'hui, l'Ivoirien lambda, ce qu'il attend, c'est comment est-ce que je vais manger? Comment est-ce que je vais scolariser mes enfants? Comment est-ce que je vais soigner ma famille et me soigner moi-même? Voici des propositions concrètes. Comment est-ce que le fait que nous soyons enclins aujourd'hui entourés par 2 pays instables, où il y a le terrorisme, une guerre asymétrique, comment est-ce que tu comptes nous sécuriser? Voici des propositions concrètes qu'on veut entendre. Et quand tu écoutes le discours de Jean-Louis Billon, justement, qui lui fait des propositions concrètes. Il répond cela, selon vous? Non, il ne se répond pas, mais lui, il vient avec ses propositions tout à fait, pour les Ivoiriens. Ouais. Quand je serai là, voici ce que je vais faire, voici ce que je vais vous apporter. Je pense que c'est de ça que les Ivoiriens ont besoin. Les Ivoiriens n'ont pas tout le temps besoin qu'on vienne nous ressasser. Non, il faut qu'on me mette sur la liste électorale, il faut que je sois sur la liste électorale. Là, à un moment donné, le discours sera lassant, ça va s'épuiser. La deuxième chose sur laquelle je termine justement, son insistance sur la CEI. Pour moi, ça présage d'un possible boycott. C'est-à-dire, au cas où... le PPACI? Oui, le processus électoral. Parce que le fait qu'à chaque fois, M. Laurent Gbagbo insiste, la CEI est ceci, la CEI n'est pas bonne, la CEI est... Finalement, on n'est même pas encore arrivé aux élections si ceux qui doivent aller compétir commencent à discréditer l'organe qui doit organiser les élections. Mais pourquoi est-ce que vos militants iront voter, ou bien pourquoi est-ce qu'ils iront se faire recenser tout et tout? Parce que déjà, ce piège-là, ça a été déjà essayé pendant le processus d'enrôlement sur la liste électorale. Ça fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui se sont inscrites. Si on doit le faire encore aux élections, les gens vont se dire, mais finalement, mon vote va servir à rien. Je reste avec vous, Daouda. Alors, sur ce... Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.